Hello, aujourd'hui on va enfin parler de l'iPhone 14 Pro et ça vaut le détour. Salut tout le monde, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver pour mon test de l'iPhone 14 Pro. Ça fait plus d'1 mois qu'il est dans ma poche, on a pas mal bougé pour vous en parler et créer de belles images. L'iPhone 14 Pro, c'est la nouvelle génération, l'évolution vers laquelle Apple souhaite vous diriger. On l'a vu dans mon test de l'iPhone 14, tout a été pensé pour que vous achetiez celui-ci, mais est-ce que ça vaut le coup? Côté design, il est superbe, surtout dans ce nouveau coloris Deep Purple, un violet qui vire la plupart du temps vers le noir. Il est assez discret, suffisamment coloré pour qu'il puisse se distinguer. J'adore ce coloris, même si j'ai toujours du mal avec les bordures qui prennent énormément les traces de doigts sur les versions Pro. On va se concentrer sur l'iPhone 14 Pro, pas la version Max qui n'a de différent que sa taille d'écran et sa batterie. En plus, je suis pas très fan des grands formats, celui-ci me convient tout à fait. C'est d'ailleurs un écran OLED 120 Hz capable de monter jusqu'à 2000 nits en plein jour pour voir l'écran. On dirait pas comme ça, mais c'est énorme, et même avec le soleil qui tape dessus, on peut l'utiliser. Petite nouveauté de ce côté-là, et vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'apparition du Always On, qui permet, lorsqu'on a l'écran verrouillé, de diminuer la luminosité, mais aussi le rafraîchissement pour descendre jusqu'à 1 Hz et consommer le moins possible. Spoiler alerte, ça consomme quand même, et c'est assez perturbant. Là où sur Android, ça me pose pas de soucis, je m'y suis habitué, sur iOS, j'ai envie de le désactiver. T'as l'impression que tu reçois tout le temps des notifs, alors que c'est pas le cas. J'ai tout optimisé sur mon iPhone pour ne pas être alerté ou peu, c'est moi qui vais vers l'information, j'ai pas de badge, pas de notification. Avec le Always On, c'est contre-productif. Après dessus, on a l'heure, les widgets, sa musique, mais vu qu'il reste tout de même assez lumineux, on a cette sensation d'écran allumé que j'aime moins. Après, un bouton dans les réglages et il est désactivé, ou bien en mode nuit, il se désactive complètement. Donc on est bien, petite trottinette et tout ça, on va se balader. L'iPhone est plutôt cool et puis du coup j'en profite pour filmer avec la caméra avant, la caméra selfie qui a un autofocus maintenant. Et du coup, peu importe si je bouge, si je m'approche, et bah ça va faire le focus. Et ça, c'est une grosse nouveauté sur cet iPhone et c'est pas mal. Bon, on va en parler, mais c'est vrai que ça fait toute la différence pour le coup. Bonne caméra selfie. Cette caméra selfie d'ailleurs est intégrée dans une nouvelle encoche qui a fait couler beaucoup d'encre, la Dynamic Island, l'île dynamique. L'encoche dynamique quoi. Fini l'encoche qui descend sur l'écran, elle est désormais intégrée complètement dans iOS pour créer le mariage parfait entre hardware et software et pouvoir interagir avec du contenu et surtout stocker toutes les notifications, tous les pop-up à un seul et même endroit. Lorsqu'on écoute de la musique, on aura la pochette d'album à gauche, le waveform à droite, quand on passe en mode vibreur c'est ici, quand on monte le volume aussi, quand on connecte nos AirPods quand la batterie est faible, quand Face ID est nécessaire, bref, tout est stocké dans cette encoche qui va s'adapter, jouer avec l'interface, mais qui servira aussi de multitâche pour passer d'une application à une autre lorsqu'elles sont utilisées en arrière-plan. J'aime beaucoup le design, l'UX derrière Dynamic Island, ça fonctionne très bien, c'est beau visuellement, tu peux aussi balancer certaines applications dans la pilule, c'est super bien foutu, mais j'ai encore du mal à me l'approprier. Dans le sens où si j'écoute de la musique, elle est logée en haut, mais j'ai parfois pas le réflexe de rester appuyé pour avoir les contrôleurs. La plupart du temps, et ce par réflexe, je vais dans le centre de contrôle. Donc j'essaye de m'y habituer, mais c'est vrai que par moment t'as envie d'appuyer dessus puisque t'as envie d'effectuer une action rapidement, sauf que c'est pas encore développé sur cette application. C'est en train, les développeurs peuvent se l'approprier puisque c'est purement logiciel. C'est d'ailleurs tellement logiciel qu'elle apparaît dans les captures d'écran quand elle est utilisée. C'est quand on regarde de plus près qu'on aperçoit vraiment ce qu'on voyait dans les rumeurs sur ce nouvel iPhone, les capteurs Face ID d'un côté et le capteur photo de l'autre. La barre noire en dessous, c'est iOS 16 sur l'iPhone 14 Pro. Ça empiète donc un peu plus sur l'écran quand on regarde du contenu par rapport à l'an dernier, mais ça me dérange pas tant que ça. Là où c'est relou, c'est plus au niveau des icônes du réseau. Quand l'encoche est active, on a uniquement les barres du réseau. Là où il devrait juste mettre 3G, 4G, 5G, au moins tu le sais où t'en es. Sinon, côté iOS 16, on n'a pas grand chose de différent. Ça reste extrêmement fluide, agréable à utiliser, surtout avec ce jeu 120 Hz et encoche. Je vois pas tellement les changements côté processeur par rapport à l'iPhone de l'an dernier, qui était déjà plus qu'excellent. Petite nouveauté en revanche sur la détection en cas d'accident de voiture pour prévenir les urgences si jamais vous n'interagissez pas tout de suite avec votre écran. Globalement la même chose que sur l'Apple Watch. Et puis on a le SOS par satellite pour prévenir les urgences si jamais il vous arrive un quelconque problème et que vous n'avez plus de réseau, mais c'est uniquement disponible aux États-Unis pour l'instant.
Vous l'aurez compris, les plus gros changements passeront par la partie photo. C'est globalement devenu la partie la plus intéressante à tester sur des smartphones iOS comme Android, puisque tout le reste est quand même assez identique. On a ici le plus gros capteur qu'on ait jamais vu sur un iPhone. Pour l'instant. On passe d'un capteur principal de 12 mégapixels à 48 mégapixels. Les photos sont donc beaucoup plus détaillées que l'an dernier, surtout en zoomant dans l'image. C'est vrai que comme ça, en slidant d'une photo à une autre dans sa galerie, la différence ne sera pas flagrante. C'est d'ailleurs grâce à cette optique de 48 mégapixels qu'on peut avoir le zoom x2 qui est très bon. Ce changement d'optique fait reculer la plage de mise au point. On doit donc être plus loin pour faire le focus sur un sujet. Ça peut être contraignant ou non, ça dépend comment vous aimez prendre des photos. En revanche, vous aurez un bokeh naturel qui sera plus accentué. Et ça j'adore. Le mode Pro RAW est bien évidemment compatible avec ce 48 mégapixels pour des résultats impressionnants. Vous serez bien sûr obligé de passer sur un logiciel d'édit comme Lightroom. Bah ça rend super bien. Quand on compare comme ici avec un vrai boîtier photo, on aura une différence certes au niveau de la compression de l'arrière-plan puisque j'ai utilisé un 70-200 sur un A7 IV, mais il n'est pas déméritant cet iPhone 14 Pro, surtout lorsqu'on va zoomer dans la photo. Bon et puis j'aurais pu me mettre au même niveau du sol pour prendre la photo. En 48 mégapixels, c'est par contre plus long à capturer puisque plus d'informations sont prises en compte, donc dans beaucoup de scénarios, on shoot uniquement en 12 mégapixels. Mais qui seront pas les mêmes que l'an dernier grâce au pixel binning, la combinaison de plusieurs pixels pour les réunir, agrandir la taille finale et avoir une image de meilleure qualité, surtout dans l'obscurité, pouvant accueillir plus de lumière. La qualité est bonne, même s'il faudra pas trop zoomer dans l'image, ça devient vite une bouillie de pixels. Maintenant, c'est facilement exploitable avec moins de temps d'exposition pour le mode nuit qui sera nécessaire dans ce genre d'exemple. Et derrière, on pourra venir s'amuser à la retouche pour avoir un résultat très chouette comme en concert, en festival, ça rend très bien. Et pour aller au bout de la nuit, j'ai visé haut pour un résultat bluffant, surtout après un petit coup de retouche. C'est pris à l'iPhone et c'est vraiment pas mal. Après, c'est pas tous les jours qu'on fera des photos comme ça. On sait que c'est faisable. L'ultra grand angle quant à lui est meilleur, aussi bien de jour que de nuit. C'est toujours l'optique que je préfère utiliser tant les résultats sont cool, plutôt en pleine journée pour garantir un résultat, mais il reste excellent pour situer un endroit, faire des photos d'archi. Il permet aussi de faire des photos macro que j'ai utilisé uniquement pour cette vidéo. L'objectif téléphoto zoom x3 lui est identique à celui de l'an dernier. Il est très bon et surtout quand on passe d'une optique à une autre, on n'a pas de distorsion des couleurs et ça c'est chouette. J'ai pas grand chose à dire mis à part le fait qu'il soit très bon, détaillé avec une belle compression. C'est le mode portrait par contre que je trouve complètement bluffant. Je vous ai mis quelques photos mais en voilà d'autres. Je trouve le détourage bien plus propre sans retouche, que ce soit avec des objets ou des sujets. Et si on retouche, en plus de ça, c'est excellent. Allez, parlons de toi maintenant. La caméra selfie, elle s'améliore avec un bon autofocus, même avec plusieurs sujets identifiés. Enfin, ça fait longtemps qu'on l'attendait, avec plus de détails, elle est plus précise, mais perfectible dans encore beaucoup de scénarios. De nuit ou même en basse lumière, le grain vient assez vite et surtout les couleurs sont vachement fades je trouve. La qualité vidéo est juste impressionnante, surtout quand on compare aux derniers smartphones sous Android. Le step-up fait par Apple est assez fou avec une stabilisation très convaincante. C'est d'ailleurs tellement stable que je vois pas bien l'intérêt d'avoir créé un mode action qui va venir cropper dans l'image pour stabiliser le plan mais dégrade la qualité pour une différence très peu perceptible et surtout de moins bonne qualité puisqu'en 2,8K. Après dans l'ensemble c'est très joli, ça bouge pas, c'est coloré, détaillé avec une plage dynamique respectée, ça coche beaucoup de cases sachant que tout ça c'est pris main levée. De nuit aussi c'est excellent, on garde par contre ce flair optique parfois dérangeant, c'est plus agréable quand on passe d'une caméra à une autre, pas de saut, on a une petite animation et puis on garde le mode ProRes si on veut aller plus loin en éditant sa vidéo, mais ça prend une place de fou. Le mode cinématique lui est pas mal du tout, ça dépend s'il arrive à bien détecter un sujet, avec Tatooine par exemple pas de souci, mais un objet en main c'est pas très beau. Pas beau du tout même. Il a du mal à faire la mise au point, ça dépendra donc de la situation je pense. Finalement, est-ce qu'il vaut le coup d'être acheté cet iPhone 14 Pro ? Eh bien je dirais oui. Ça dépend en fait beaucoup de ce que vous avez déjà dans la poche. Si vous aviez déjà le modèle de l'an dernier, je vois pas bien pourquoi vous passerez de l'un à l'autre connaissant le peu de nouveautés, aussi bonnes soient-elles sur l'iPhone 14 Pro. Il est excellent et vous irez je pense dessus uniquement si vous venez de l'univers Android et que vous voulez passer de l'autre côté de la barrière, ou bien si vous venez d'un iPhone 11 ou plus ancien et que vous en ressentez le besoin. Maintenant il est très cher, 1709 € pour la version 14 Pro 512 Go que j'ai ici. La meilleure méthode serait sans doute d'attendre encore un petit peu, de mettre de l'argent de côté pour vous faire plaisir avec sans doute plus de nouveautés sur l'iPhone 15. Est-ce que vous allez franchir le pas ou est-ce que vous allez attendre l'an prochain? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et si jamais c'est le cas, eh bien je vous laisserai un petit lien en description. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau.